Pourtant, sur le seuil, Pauline l'arrêta, les sourcils froncés. « Nous nous en sommes bien sortis aujourd'hui, mais Cécile et Guillaume sont-ils seulement en sécurité ?» Benvenuti était là, assis sur une borne au bord du chemin, avec l'air tranquille du promeneur sans souci. Guillaume rentra précipitamment la tête derrière la haie d'aubépine où il s'était caché, puis entraîna Cécile à quelques pas. « C'était à prévoir, » chuchota celle-ci. « Le rouquin a dû partir avec le poison et les autres vont essayer de nous coincer. Si nous remontons, les gens de l'abbaye nous prennent. Si nous descendons... » Elle poussa un soupir à fendre l'âme. « Impossible de franchir les haies des jardins sans se faire voir, renchérit Guillaume. Attendons la nuit, peut-être se lasseront-ils de nous guetter. » Cécile fit la moue, pas convaincue du tout. En attendant, il nous faut trouver un abri. Ils remontèrent d'une centaine de pas, puis s'installèrent au fond d'un petit jardin à l'abandon, à l'écart du chemin. Assis côte à côte, ils savourèrent ce calme précaire, bercé par le cri-cri d'un grillon et le bourdonnement des abeilles. La nuit tombait doucement, apportant un peu de fraîcheur, quand Cécile s'endormit sans même s'en rendre compte. Une fois de plus, la porte du carrosse s'ouvrit. Cécile gémit dans son sommeil, comme pour échapper au rêve qui l'emportait. Une ombre à contre-jour immense. Elle se mit à ruer, comme une désespérée, griffant et mordant, mais l'homme en noir venait de la saisir, l'extirpant de force de la voiture couchée sur le flanc. « Liquide là !» fit le rouquin dans son dos. Cécile se mit à crier. L'homme en noir la maintenait d'une poigne de fer par la taille. Il sortit son coutelas et l'approcha de sa gorge, puis, contre toute attente, baissa l'arme. « Tuer les gosses, ça porte malheur. »« Poule mouillée !» persifla le rouquin, en s'approchant pour faire le travail lui-même. « Arrête !» gronda l'homme en noir. « C'est une belle petite. La mère Liétard nous en donnera sûrement un bon prix. »« Pas de témoin, » qu'il a dit le vicomte. « Faut que ça ait l'air d'une attaque de bandits. »« Tu ne vas quand même pas cracher sur 200 ou 300 livres, » répliqua l'autre. L'argument fit mouche. Le rouquin tâta les bras et les côtes de l'enfant, puis regarda ses dents comme un maquignon, un cheval à la foire. « T'as raison, elle les vaut. On dira au vicomte qu'elle s'est fait dévorer par les loups. Il pullule dans cette région. Mais par précaution, je m'en vais tout de suite lui couper la langue pour pas qu'elle cause. » Il joignit aussitôt le geste à la parole. Son couteau à la main, il prit la tête de Cécile sous son bras et tenta de lui ouvrir la bouche. « T'es fou !» s'insurgea l'homme en noir. « Si tu l'abîmes, elle vaudra plus rien. Et puis à quoi bon? Les gosses de riches, ça sait écrire. » Cécile, qui sentait les doigts du rouquin lui desserrer ses dents, se mit à hurler. « Réveille-toi, Cécile !» entendit-elle, au fin fond d'elle-même. Pour la faire taire, l'homme en noir lui retourna une paire de gifles qui lui coupa le souffle. Guillaume, inquiet de la voir si agitée, la secoua encore. Elle se débattit un moment entre cauchemar et réalité, puis ouvrit enfin les yeux. « Ils ont tué mes parents », pleura-t-elle en se recroquevillant contre son compagnon. « Et Marietta, et le cocher aussi. Tabarin voulait me couper la langue. C'était juste un mauvais rêve. »« Non, sanglota-t-elle, ils ont tué mes parents, j'en suis sûre, et maintenant cela va être notre tour. »« Nous avons encore une chance de passer, » lui rappela Guillaume en la serrant contre lui. « Et nous devons la tenter, pour le petit-fils du roi. »« Mais je ne veux pas retrouver la mémoire, j'ai si peur. » Elle tremblait de tous ses membres. Guillaume, pour l'apaiser, lui murmura des mots doux à l'oreille en la berçant. Après quelques minutes, Cécile commença enfin à se calmer. « Je serai toujours là pour t'aider, » osa-t-il enfin. « Tu sais pourquoi, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, gênée. Pourquoi ne faisait-il pas, comme elle, semblant d'ignorer le trouble qui les liait ? « Monsieur Guillaume, » commença-t-elle en avalant péniblement sa salive, « n'oubliez pas ce que je suis et qui vous êtes. » Guillaume soupira. Elle avait éludé sa question. Comment lui faire comprendre que leur avenir pouvait s'arrêter là, au pied de la colline, et qu'il avait besoin de savoir ce qu'elle éprouvait pour lui? Il trouva le courage d'insister. « Et si je n'étais pas noble, m'aimerais-tu un peu ? » ?»« Sans doute un peu, » avoua-t-elle, enfin, à mi-voix. Guillaume se sentit pousser des ailes, mais sa joie retomba aussitôt lorsqu'elle poursuivit sèchement. « Oubliez ces fadaises, toutes ces émotions m'ont tourné les sangs. » Elle fit mine de se lever pour mettre fin à la discussion, mais il la retint par son gilet. « Un peu seulement ? C'est déjà beaucoup trop. » Elle se dégagea, puis se tendit, l'oreille aux aguets. « On vient !» chuchota Cécile. Sur le chemin, une voiture passait. Le cocher, passablement éméché,
hurlait d'une voix avinée une chanson aux paroles de plus en plus proches des clairs. En revenant de confesse, je rencontrais la duchesse qui me dit: Monsieur Malibourg, je m'en vais à la cour, danser le rigodon, don. Malibourg? Vite! Ou il va passer sans nous voir. Reprenant espoir tout à coup, Guillaume courut jusqu'au chemin. Le comédien, en sarrau couvert de farine, juché sur une vieille carriole de meunier, s'égosillait, reprenant sans cesse le couplet de sa composition. « Nous sommes là !» lança Guillaume depuis la barrière du jardin. « Grimpez vite !» ordonna-t-il. « Je suis rudement content de vous avoir trouvé. Et nous donc ?» fit Cécile. « Ils nous attendent en bas de la butte. Je sais, je les ai entendus en parler, à la clé de Saint-Pierre. Cachez-vous vite sous les sacs de toile. » Ils s'installèrent, tant bien que mal à l'arrière, puis Malibourg reprit en chantant. Dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier, personne ne le vint voir, sauf la fille du geôlier. Quelques minutes plus tard, ils sentirent la carriole s'arrêter. « Holà, l'ivrogne !» cria Benvenuti, en se mettant devant le cheval. « Qu'est-ce que tu as là-dedans ? Des sacs vides, mon gars. Si c'est de l'argent que tu veux, j'en ai point. Tu veux boire un coup ?» Malibourg lui tendit avec aplomb un cruchon de vin que l'autre refusa. Sans un mot, Benvenuti grimpa à l'arrière et commença, du bout de son épée, à soulever les sacs. S'attendant au pire, Cécile et Guillaume retinrent leur respiration. « C'est pas de la piquette, t'as tort !» annonna Malibourg, la bouche pâteuse. Il but une grosse lampée au cruchon et poursuivit mine de rien. « C'est les bonnes sœurs qui régalent, parce que je leur ai amené les 2 gaillards qui ont sauté le mur du couvent. »« Ils ont été pris ?» fit Benvenuti en s'arrêtant de fouiller. « C'est comme je te le dis, je les ai coincés dans mon moulin et je les ai ramenés au bout de ma fourche à la mère abbesse. Les pas commodes, la mère abbesse. Elle les a collés au cachot, n'en sortiront que pour monter à la potence de la place du Tertre. Tudieu, la religion, ça se respecte. Allez, va cuver ton vin ailleurs, s'écria Benvenuti en sautant de la carriole, mécontent de voir ses proies lui échapper. Malibourg ne se le fit pas dire 2 fois, il repartit sans attendre, en beuglant de nouveau. Dans les prisons de Nantes. Arrivé aux premières maisons du faubourg Saint-Denis, le comédien rentra dans l'enclos d'une masure délabrée entourée d'un pré. Les 2 jeunes gens sortirent aussitôt, aspirant l'air pur avec délectation, tandis que Malibourg dételait le cheval et l'envoyait d'une claque sur le postérieur, brouter l'herbe fraîche. « Vous me coûtez cher, dites donc. J'ai loué cette haridelle, ce costume pour 10 sols à l'ivrogne qui vit ici. À la clé de Saint-Pierre, on ne parlait que de vos exploits, de l'abbaye sans dessus-dessous et de l'agression de la mère Leroux. »« Pour l'agression, nous n'y sommes pour rien, » répliqua Cécile. « Ils ont pris le poison avant nous, et malheureusement, Tabarin, le rouquin, doit être rendu à Versailles à l'heure qu'il est. Sans compter que la mère Leroux ne pourra pas vous renseigner, » soupira Malibourg. « Il paraît qu'elle a détalé, sans demander son reste, depuis qu'elle a repris connaissance, bien contente d'être encore en vie. Et Pauline n'a pas eu notre message, sans quoi la police serait déjà intervenue, » renchérit Guillaume lugubre. « Maintenant, notre seule chance est de retourner au château pour arrêter Tabarin. »« Très bien, » leur dit Malibourg. « Allons chercher vos chevaux chez moi. »« Hé, qu'avez-vous fait à mon juste corps ?» glapit-il comme un gosse qui retrouve son jouet cassé. « Où sont-elles, les lanternes ?» ronchonna Malibourg. « Paris, la ville aux 5000 lanternes que le monde entier nous envie. » Ils enfilèrent une nouvelle rue obscure et déserte, uniquement éclairée par la petite lampe agrémentée d'un trognon de bougies que Guillaume tenait à bout de bras. « Depuis que le roi a fait installer les lanternes, avouez que la criminalité a baissé à Paris, » lui fit remarquer Cécile. « Pas de chance que nous ne profitions de ces merveilles que l'hiver. » Mais pour votre gouverne, jeune fille, ce ne sont pas les lanternes qui font baisser la criminalité, mais plutôt les rafles de la police qui ramassent tous les pauvres airs qui traînent. Paraît qu'on a besoin de bras pour ramer aux galères et de filles pour peupler le nouveau monde. Nous arriverons chez moi dans une bonne demi-heure, ajouta le comédien, si nous ne nous faisons pas égorger dans un recoin sombre avant. Ils s'arrêtèrent à un carrefour, indécis sur la direction à prendre. Puis, se repérant aux grandes enseignes des commerçants qui se balançaient au vent, ils poursuivirent leur chemin en tâtonnant. « Alors, mes gaillards, on se promène ?» fit une voix rauque dans leur dos. Ils se retournèrent d'un bond. Dans la pénombre se découpaient 2 silhouettes, épées au poing. « Toi, le meunier, donne ta bourse !» entendirent-ils sur un ton menaçant. Son compère
pointa son arme sur Guillaume. « Si tu bouges, je t'embroche. Passe ta lanterne au valet et vide tes poches. » Guillaume s'exécuta en maudissant le sort. Être le meilleur escrimeur de son académie et n'avoir pas même un canif pour se défendre. « 1 livre et 3 sols, c'est tout ?» râla le premier truand en menaçant Malibourg. En cas d'agression, ne pas résister, pensa ce dernier. Il avait suffisamment fréquenté de gens peu recommandables pour savoir que cette engeance-là avait la lame facile. Sans compter que les bonnes gens, qui devaient les observer derrière leur volet clos, ne feraient pas un geste pour les aider par crainte de recevoir un mauvais coup. Loi de la rue, article 1. Qui se risque dehors la nuit tombée doit en supporter les conséquences. Grâce, pitié, nous ne sommes que de pauvres artisans, sanglota Malibourg d'une voix chevrotante qui aurait tiré des larmes à une pierre. Et toi, le valet, qu'est-ce que t'as ? Cécile, qui n'en menait pas large, se sentit prise de panique. Ne la touchez pas, gronda Guillaume, vous avez déjà tout notre argent. Voyant l'homme attraper Cécile par son gilet, Guillaume se mit à ruer. Il détourna l'arme, puis frappa à l'aveuglette. Aussitôt, l'autre laissa Malibourg pour aider son acolyte à maîtriser Guillaume. « Que personne ne bouge !» cria un nouveau venu, à 2 pas dans l'ombre. On voyait dans la nuit briller le canon d'un mousquet. Aussitôt, les 2 malandrins lâchèrent leurs armes et levèrent les mains en signe de reddition. « Te fâche pas, camarade, » fit la voix rauque. « On cède le terrain, mais ils en valent pas la peine. Dégagez !» rugit l'homme au mousquet en les mettant en joue. Il éclata d'un rire mauvais en regardant les 2 truands, d'étaler sans demander leur reste. « Merci, monsieur. Vous nous sauvez la vie, » soupira Guillaume en soutenant Cécile, un bras sur ses épaules. « Si j'étais vous, je ne crierais pas victoire, » fit ironiquement une autre voix. Une voix teintée d'un léger accent italien qu'ils auraient reconnu entre toutes. Voilà qu'une 2e ombre se découpait derrière l'homme au mousquet, puis une 3e. Cécile s'accrocha à Guillaume, qui ferma les yeux. Seigneur, toutes ces aventures pour en arriver là. Monsieur, mademoiselle, quelle joie de vous revoir. Benvenuti s'approcha de Cécile et saisit la lanterne qu'elle avait toujours à la main. Qu'allez-vous faire de nous ? Demanda Malibourg. De toi, le meunier, rien, fit l'homme au mousquet, en assonnant un violent coup de crosse au comédien qui s'effondra. Vous, les genoux, vous nous suivez, continua Benvenuti, et tâchez d'être raisonnable, monsieur, ou mademoiselle pourrait en pâtir. Autant vous dire que mon ami 3 doigts adorerait cela. Guillaume sentit une pointe de couteau lui chatouiller les côtes et vit le dénommé 3 doigts prendre Cécile par le poignet pour l'entraîner. Encadré par les 2 autres, il suivit, la rage au cœur, mais passivement, jetant au passage un regard angoissé sur le corps du comédien qui gémissait. Avec un peu de chance, espéra-t-il, les gens du quartier lui porteraient secours dès qu'il se serait éloigné. Après une interminable marche dans les ruelles étroites, les 3 hommes les firent rentrer dans une petite maison. « On peut dire que vous nous avez fait courir, » grogna 3 doigts en bousculant Cécile pour la faire avancer plus vite. « Il ne nous a pas fallu plus d'1 quart d'heure pour remonter à Montmartre et découvrir que le meunier nous avait menti, » ajouta l'homme au mousquet. « Qu'allez-vous faire de nous » demanda Guillaume. « Si cela ne tenait qu'à moi, » lâcha Benvenuti avec un rictus féroce, « vous ne nous gêneriez pas longtemps. Mais je dois attendre les ordres. Descendez, » ordonna-t-il, en les poussant dans un étroit escalier débouchant sur une cave minuscule. Il entraîna Cécile à l'intérieur, Guillaume suivit aussitôt, puis la porte se referma sur eux. Dans un coin, une paillasse, un tabouret bancal, quelques fagots, un soupirail laissait passer un clair de lune lugubre. « Les murs suintent d'humidité, » fit remarquer Cécile. « Nous ne devons pas être loin de la Seine. Vous croyez que nous sommes fichus ?» poursuivit amèrement Guillaume en cherchant une issue. « Il faut absolument sortir d'ici. » Avec l'énergie du désespoir, il s'agrippa à la grille du soupirail et la secoua de toutes ses forces. Quelques éclats de plâtre se détachèrent du mur et lui tombèrent sur la tête, sans plus de résultat. Puis il fonça sur la porte qu'il tenta de défoncer à coups d'épaule, sans succès. Dans un accès de découragement, il lui décocha un dernier coup de pied rageur qui lui arracha un cri de douleur. « Pas la peine de vous blesser, » fit Cécile, avec lassitude. « Nous avons affaire à des professionnels. » Elle alla s'asseoir avec précaution sur la paillasse qui dégageait une forte odeur de moisi. Le jeune homme la regarda faire, puis se résigna à l'imiter. En soupirant,
Il vint mettre son bras autour de son cou pour la serrer contre lui, au désespoir de la voir courir tant de dangers sans pouvoir la protéger. Depuis que vous m'avez sorti de l'eau, je ne vous ai causé que des ennuis, soupira Cécile contre son épaule. Ne dis pas de bêtises. Il ne m'a pas reconnue. Benvenuti? Comment aurait-il pu? Tu étais une enfant à cette époque. Seigneur, le bébé est sans doute né et Tabarin, je ne n'ose pas y penser. Essayons de dormir un peu. Demain, nous aurons peut-être plus de chance. Décidément, cette jeune Saint-Béryl ne manque pas de ressources, fit admirativement Bontemps. Madame Dupaillol se mit à pouffer derrière son éventail. Ils ont mouché la marquise, sac à papier. Mais ce qui m'inquiète, ce sont la guérisseuse et le garde, sapristi. Quel beau gars! Tout le portrait de mon défunt à 20 ans. Je l'ai connu au Louvre, en 1638, l'année de la naissance du roi. Vous ai-je dit qu'il était mousquetaire? Bontemps, qui s'impatientait, lorgna la pendule. Si la vieille commença à radoter, on en avait pour la nuit. Mais je m'égare, fit soudain madame Dupaillol en se redressant sur sa chaise. Donc, ensuite, la marquise est allée retrouver Lourmel au salon de Mars. J'ai tout entendu. Il lui a dit que, avec un certain Benvenuti, il avait fait parler un petit valet. Les deux fuyards auraient rendez-vous à Paris avec une duchesse dans un confessionnal. Étonnant, non? J'ai connu autrefois. Bontemps s'épongea le front avec lassitude. Je vous remercie, fit-il avant que la vieille ne continue. Tout cela m'est fort précieux. Il la raccompagna courtoisement à la porte, puis se rassit à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Une petite médaille en or, toute mordillée, en tomba. Bontemps se félicita de l'avoir empruntée à sa mystérieuse propriétaire, car le rapport d'expertise était formel. Hormis une vague forme d'arbre, on y distinguait nettement le poinçon du plus célèbre orfèvre de la cour d'Espagne. Dufort, appela Bontemps, le garde suisse, accourut aussitôt. Faites demander à l'Araignée de surveiller les confessionnaux des églises parisiennes et plus particulièrement ceux fréquentés par des duchesses.